Yo, j'espère que ça va, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo sur les légendaires. À l'approche de la conclusion de la saga, ce tome 23, qui arrive à grands pas, je voulais faire un petit bilan sur cette série de BD qui est les légendaires. Dans cette vidéo, on va parler de la saga entière, mais aussi beaucoup du tome 23. Ça va être l'occasion de partager nos points de vue, et notamment sur la question, la saga deviendra-t-elle culte? On parlera des World Without, de la polémique des déclarations de Patrick Sobral, mais aussi du tome 18, et tout ça centré sur une critique générale de la saga. Mais avant de commencer, je voulais juste faire une petite aparté sur qu'est-ce qu'une œuvre culte. Ce qu'on appelle culte, en fait, c'est ce que j'appellerais intemporel. Une œuvre où des années après sa sortie, on en parle encore. Une œuvre donc qui brise le temps car elle est ancrée dans la culture. Et justement, culte, culture. Donc voilà, c'est une notion assez abstraite, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Une œuvre culte, c'est une œuvre qui est ancrée dans la culture et qui devient alors intemporelle. Et si elle le devient ou pas, ça peut dépendre de pas mal de choses. Tout d'abord de la qualité de l'œuvre en elle-même, de comment elle a vieilli avec le temps. À l'exemple des films comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, s'ils sont devenus cultes, c'est parce qu'ils ont super bien vieilli. Ils sont encore très regardables et loin d'être obsolètes. Aussi comme facteur, il y a le lien entre l'œuvre et sa société. Le meilleur exemple, ce serait tous ces vieux bouquins qu'on étudie en français. Montaigne, Voltaire, Hugo et j'en passe. Des œuvres devenues cultes non pas pour leur aspect divertissant, mais plus pour leur message, leur lien à la société. Mais on a aussi un exemple dans la bande dessinée, c'est celui d'Astérix. Ces parallèles entre le monde antique et le monde moderne qui ont rendu la BD culte. Comme autre facteur, il y a aussi la fin de l'œuvre, là où sont laissés les spectateurs. Le meilleur exemple, ce serait Inception. On est une décennie plus tard et le film fait encore parler de lui pour sa fin. Vous l'aurez compris, il peut exister une multitude de facteurs. Cette notion de culte est assez abstraite, mais elle renvoie à plein de choses qui montrent l'impact d'une œuvre dans la culture. Une suite comme la postologie Star Wars, ou un remake comme les remakes Disney, ou une adaptation sous une autre forme d'art comme la BD Gaston Lagaffe qui a été adaptée en film, les produits dérivés comme tous ceux d'Harry Potter qui se vendent toujours aussi bien, ou même les parcs d'attractions liés à une œuvre comme les Disneyland. Il y a tout ça derrière la question, est-ce que la saga Les Légendaires deviendra-t-elle culte? Quel sera son impact dans la culture? Deviendra-t-elle une œuvre intemporelle? Autrement dit, est-ce que dans des décennies on parlera encore des légendaires? Là est l'intérêt et le questionnement de cette vidéo. Avant d'en arriver au tome 23, je vais revenir rapidement sur l'ensemble de la saga. Je vais donner mon opinion sur cette BD. Jingle, c'est parti! La saga des légendaires a beaucoup évolué au fil des tomes d'ailleurs très hétérogènes, entre temps mort et temps fort, et j'en ai divisé cette saga en 3 phases. La première c'est les 8 premiers tomes, la deuxième c'est du cycle Anatos au tome 18, et la troisième, les World Without. Dans cette critique générale, je vais parler de chaque phase une à une, chaque phase représentant pour moi une évolution dans la saga. Bref, commençons sans plus attendre par parler ainsi donc des 8 premiers tomes. De cette première phase, je trouve au début il y a une vraie simplicité et efficacité dans l'histoire, ce qui fait qu'on s'attache facilement à l'univers. Je parle pour les 4 premiers tomes qui restent centrés sur Darkel, qui est à l'origine de l'effet Jovenia. Et c'est là où justement dans les 4 d'après, du 5 au 8, je trouve cette intrigue se perd un peu. On ne sait plus trop où va la saga. Et du coup je trouve au final, en fait ces 8 premiers tomes, ils racontent plus un univers qu'une histoire. Après, sans être incroyable, je trouve quand même que ces 8 premiers tomes arrivent à faire ce qu'ils doivent faire, être divertissants. On ne sait pas trop où veut aller la saga, mais je trouve que le côté aventure, par sa simplicité, fonctionne très bien. On passe à la phase 2. Avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Cette critique est une critique très brève et j'ai oublié de le préciser, elle est exclusivement centrée sur l'aspect narratif qui va m'intéresser pour la suite de la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de faire une critique plus détaillée tome par tome, mais ça ce sera une fois le tome 23 sorti. Car le 23e étant le dernier, ce sera l'occasion de faire un classement des meilleurs tomes. Mais revenons à notre aspect narratif, fin de la parenthèse. Ce que j'appelle la phase 2, c'est ce qu'appelle Patrick Sobral le cycle 2 et 3. Et si j'ai regroupé ces deux cycles pour n'en faire qu'une seule phase, c'est parce que pour moi il y a le même fil conducteur, Danael. Personnage qui deviendra antagoniste pendant 8 tomes. À l'image de l'évolution des personnages dans cette phase 2, la saga prend vraiment de la hauteur en matière de dramaturgie. Plus que divertissant, ça devient émouvant. Et tout ça c'est lancé par une seule chose, le cycle Anatos. L'antagoniste a beau être pété que je trouve que ces 4 tomes sont vraiment poignants. Ça passe par le spectacle des combats, mais je trouve aussi par les personnages qui deviennent plus profonds et intéressants. Tout simplement, la saga monte en puissance. Ensuite, pour ce qui est des 4 d'après, du 13 au 16, eh ben, comment dire, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que la saga était hétérogène. Si le cycle Anatos est un temps fort, alors les 4 tomes d'après c'est un putain de temps mort. Je trouve ça extrême que d'un tome à l'autre on arrive à passer de super à
Restons polis. Dans ces 4 tomes, l'intrigue est inefficace, mais à un point. Au point qu'on se fait chier en fait. Des tomes juste là pour temporiser en fait. Il y a quelques bonnes idées par-ci par-là, mais ça manque cruellement de recul narrativement parlant. Mais je sais pas pourquoi je m'en étonne, car si c'est des tomes qui sont là pour temporiser, c'est logique qu'on s'y fasse chier en fait. Ils sont juste là pour nous faire attendre. Et attendre quoi? Le 17 et le 18. Et pour le coup, le 17 et le 18, c'est fort. Il y a vraiment une sensation d'aboutissement, surtout au 18. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo de ce tome 18, mais du coup pour conclure, dans cette phase 2, on a vraiment une saga qui se construit, avec des événements qui la font évoluer. On a comme une longue intrigue qui est initiée par Anatos puis repris par Calandre. Et là où c'est une réussite, c'est que tout cela aboutit à un tome 18 qui sonne comme un crossover. Et malgré que cette longue intrigue s'écarte de celle de base qui était sur Darkel et la pierre de Jovenia, je trouve qu'elle arrive quand même à raccrocher les wagons et finir par donner sens à toute la saga. Donc voilà, je trouve que de cette phase 2 s'en dégage une vraie passion, une hype. On regrettera bien sûr ces 4 tomes de temporisation. Mais sinon, malgré quelques maladresses, je trouve que cette phase 2 est une vraie réussite. On passe à la 3e phase. Les World Without. Pour commencer, c'est un cycle qui a fait le parti pris de jeter aux oubliettes 18 tomes de saga et d'évolution de personnages. Et tout ça pourquoi? Pour tirer la corde. C'est des tomes qui fonctionnent que grâce à des facilités scénaristiques, et ce qui est fort en plus, c'est qu'on s'y fait chier. Sérieusement, j'ai vraiment eu du mal à les finir ces tomes. Heureusement, le tome 22, ça commence déjà à être un peu mieux, un peu plus intéressant, mais le 19, 20 et 21, ça fait mal, et surtout après le 18. Donc voilà, c'est dommage, surtout qu'en vrai, à la fin du 18, j'étais assez hypé pour la suite avec ce délire de comme un monde parallèle. Mais alors après, quelle désillusion, putain. Avant d'en venir au tome 23, j'aimerais juste conclure sur cette critique générale pour que vous voyez où je veux en venir, notamment à propos de cet aspect narratif. On a donc nos 22 tomes en attendant la conclusion qui sera le 23e tome, qui forme cette continuité, cette saga comme une longue histoire. Et c'est là où commence donc notre métaphore pour que vous voyez où je veux en venir, avec donc les rails de la saga sur lesquels se mettent les wagons de l'histoire. Les wagons, c'est ce qui fait sens dans la saga, la continuité de l'histoire. Si vous comprenez pas encore où je veux en venir, soyez patient, ça va s'éclaircir. Comme je le disais tout à l'heure, on a donc les 4 premiers tomes qui sont dans la continuité de l'intrigue initiale, celle sur Darkel et l'effet Jovenia, et ensuite ça se perd dans d'autres aventures. Jusqu'à que justement le tome 18 arrive miraculeusement à raccrocher les wagons comme je disais tout à l'heure. Entre les wagons, on excusera bien sûr le cycle Anatos qui pour le coup apporte beaucoup à l'histoire et notamment dans l'évolution des personnages. Et on en vient donc à ce tome 23, qui pour être une bonne conclusion pour faire sens dans la saga, doit alors à son tour raccrocher les wagons, retrouver l'intrigue initiale pour faire continuité dans l'histoire, pour conclure sur des personnages et un univers pour donner sens à une saga entière formée de ces 23 tomes. Et la question est posée par ce schéma, car comme on l'a vu, les World Without ont complètement perdu la saga. Alors est-ce que le tome 23 va réussir à se raccrocher pour conclure et donner sens à la saga? Et c'est justement ce qu'on va voir dans la seconde partie de la vidéo. Est-ce que le tome 23 arrivera à raccrocher les wagons? Est-ce qu'il arrivera à donner sens à la saga? C'est parti. L'univers a été, comme on dit, reboot avec des Worlds Out plus que pas ouf et qui aident pas à maintenir la hype. Et j'en viens donc au gros problème, comment conclure les 22 tomes précédents avec des personnages qui ne se souviennent pas de leur passé? Dans ce tome 23, il y a de quoi conclure le cycle Worlds Out, mais pas la saga entière. Car cette bataille finale, c'est comme plein de pièces sur un grand échiquier, mais le problème c'est que toutes ces pièces ne datent que des Worlds Out du tome 19. Et cette bataille d'ailleurs, pensez-vous qu'elle sera mieux que celle du tome 18? C'est là où on en vient qu'en fait, les Worlds Out, c'était les tomes de trop. Et c'est d'ailleurs ce que Patrick Sobral a dû admettre. Car revenons à la fin du tome 22. Sur la dernière page est annoncé le 23e tome, Les cicatrices du monde, qui serait le dernier tome du cycle World Without. Tout va bien, enfin on a hâte de ce 23e tome pour que le massacre s'arrête. Quand soudain, Patrick Sobral annonce que ce serait le dernier tome tout court. Et comment justifie-t-il cette décision à la surprise générale? Il dit « Je veux arrêter de tirer la corde ». Vous pouvez retrouver facilement l'interview sur internet. À travers cette phrase, c'est comme si Patrick Sobral avouait que la saga s'était perdue, que si la saga était un chemin avec un point de départ et une destination, il était sorti du chemin et s'était donc perdu. Que même si le tome 23 sera réussi, ce que j'espère et ce que je crois, bien que ce sera un peu forcé vu que c'est une conclusion improvisée, la saga se sera quand même perdue à cause de ces World Without qui ont détruit les évolutions de personnages et la hype. Et c'est pour ça que ce 23e tome ne peut pas suffisamment raccrocher les wagons. Ce qui fait qu'on a nos 18 tomes qui tiennent debout puis les 4 derniers qui sonnent faux. Et c'est pour ça que narrativement la saga ne fera pas tellement sens. On passe alors à la conclusion.
Des légendaires, on retiendra un univers riche, des personnages, certains arcs narratifs, une telle envie de bien faire. Mais peut-être voulant trop bien faire, la saga s'est perdue avec ses tomes de trop. Et c'est pour ça que la saga dans son ensemble sonne faux. Heureusement pour elle, elle aura eu le succès, mais je pense qu'une fois le dernier tome sorti et les attentes retombées, la saga se fera du coup peu à peu oubliée et ne deviendra donc pas culte. J'espère avoir tort, mais c'est malheureusement le constat que j'en fais. À moins qu'une adaptation en film fasse rattacher l'univers au grand public, la BD se faisant sauver par le film. Et justement, se trame un film d'animation Les Légendaires qui est actuellement en pré-production. Sera-t-il une réussite? J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire qu'il fera perdurer l'univers des Légendaires. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Il est probable qu'à l'avenir vous entendiez parler sur la chaîne de ce fameux film d'animation. En tout cas, je voulais rappeler que ce n'est bien sûr que mon avis et qui, comme tous les avis, est subjectif. Et je voulais aussi, par l'occasion de cette vidéo, vous annoncer que j'ai ouvert une seconde chaîne, une chaîne qui parle de cinéma. Je vous invite à voir ma première vidéo qui parle du fameux prochain Nolan, Tenet. Sur ce, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos sur les légendaires et sur la BD seule. D'ailleurs, si tu es lecteur uniquement des légendaires, je t'invite à aller voir cette BD, tu vas kiffer, t'inquiète. En attendant que tu découvres la BD seule, je t'invite à mettre la cloche en option personnalisée, comme ça tu seras averti des vidéos sur les légendaires. Et puis ça peut être sympa de réussir à fédérer plusieurs BD et leurs fans autour de cette chaîne. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut!